Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Alors, nous allons aborder ensemble donc les bonnes pratiques du suivi, de l'ouverture, de la constitution et du suivi des dossiers de divorce contentieux, d'une manière générale, la bonne gestion de ce type de dossier. Donc, on ne va pas parler aujourd'hui des divorces par consentement mutuel, on va se concentrer uniquement sur les dossiers de ce que l'on va appeler les divorces judiciaires. Donc, ce sont des dossiers dans lesquels, en fait, le notaire est désigné par le tribunal judiciaire. Deux cas de figure. Donc, premier cas de figure, on est désigné en cours de procédure afin d'établir un projet d'état liquidatif dans le cadre de l'article 255-10, éventuellement avec une extension de mission pour faire des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux au titre de l'article 255-9. Ce sera donc l'objet de la première partie de notre intervention. Et puis, deuxième cas de figure, le notaire est désigné après le prononcé du divorce dans le cadre des opérations de partage après divorce. Ce sera donc l'objet de la seconde partie de notre intervention. Et ce que l'on vous propose, eh bien, c'est s'il y a des questions, c'est d'y répondre à la fin de chaque partie et puis un petit peu également à la fin de l'intervention. Alors, notre objectif, c'est pas de vous faire un cours juridique sur la liquidation d'un régime matrimonial, sur l'établissement d'un compte d'administration. C'est simplement de vous donner les clés en fait d'une bonne gestion et d'un bon suivi de ce type de dossier au moyen de conseils issus de la pratique, tout simplement. Et en préambule à ce type de dossier, on va vous inviter à changer d'état d'esprit, à changer de casquette. Il ne faut jamais oublier qu'on est notaire commis dans ce type de dossier par un juge. C'est à lui qu'on rend des comptes, donc on va changer de rôle. C'est pas forcément dans nos habitudes spontanées. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas conseil des parties. Simplement, on est donc notaire commis. On n'a pas de client dans ce type de dossier et donc on ne conseille pas, il ne faut pas accepter de conseiller les parties. Donc, on peut également vous inviter à avoir un contact un peu distancié avec les parties. Il ne faut pas s'impliquer personnellement et il faut surtout avoir à cœur de préserver sa neutralité et son impartialité à l'égard des deux parties. Et vous noterez d'ailleurs qu'on utilise non pas le terme de client, mais de partie. C'est très important, notamment à l'égard des avocats. Voilà. Alors, Anne-Marie, eh bien, tu vas aborder donc la première partie de notre intervention, donc sur la délégation des articles 255-9 ou 10 du Code civil. Tout à fait. Alors, ces missions des articles 255-9 et 10 du Code civil jusqu'au 31 décembre dernier nous étaient confiées au terme d'une ordonnance de non-conciliation. Et depuis le 1er janvier 2021, date d'entrée en application de la réforme du divorce contentieux, c'est au terme de l'AONP, l'audience d'orientation et des mesures provisoires. Alors, cette audience, elle est menée par le juge de la mise en état, dont le rôle est assuré par le juge aux affaires familiales. En effet, donc, les dispositions des articles 255-9 et 10 n'ont absolument pas changé et il demeure possible de demander la désignation d'un notaire, soit en vue d'élaborer le projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à attribuer, disposition de l'article 255-10, soit de dresser un inventaire estimatif et de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, article 255-9. Alors, des réceptions de la délégation par le tribunal judiciaire, que faisons-nous? Le juge désigne directement et nominativement un notaire ou une SCP. Si l'on relit l'article 233 du Code de procédure civile, le technicien doit remplir personnellement sa mission. Donc, dans l'absolu, il faudrait que le représentant légal de la personne morale fasse agréer par le magistrat le notaire qui va procéder à la mission. Évidemment, ça peut paraître pratique de nommer la SCP, puisque, on va le voir, dans le cadre de ces missions, nous avons des calendriers à respecter, quelquefois des sommations à faire, et il serait bien embêtant si le jour d'une sommation, le notaire désigné avait un empêchement. Donc on peut estimer qu'alors un autre membre de la SCP ferait le travail, si je puis dire. Eh bien, c'est difficile de valider cette présentation. Donc le plus possible, il faut que ce soit un notaire qui soit désigné personnellement.
Alors, quand on a reçu cette délégation, la première vérification qu'on doit faire, c'est par rapport au fichier de l'étude. En effet, il convient, en consultant ce fichier, de vérifier qu'aucun des époux n'est exclusivement notre client, ou encore qu'il n'y a aucun obstacle à prendre en charge le dossier en raison d'un intérêt, qu'il soit direct ou indirect, ou d'un lien personnel avec l'époux. Ceci dans le souci d'indépendance et d'objectivité qui doit animer notre mission, à peine d'être récusé. Et il n'est pas rare, effectivement, que l'un des époux, apprenant que nous avons des relations, par exemple, extra-professionnelles avec un notaire, avec un avocat, il n'est pas rare d'en avoir au sein des échanges que nous avons dans la profession. Nous sommes amenés à lier des liens presque d'amitié et évidemment, on peut nous retrouver dans un dîner en train de parler sur le marché. Il faudrait quand même pas qu'un époux en prenne prétexte pour dire que nous ne sommes pas suffisamment objectifs. Par contre, je dirais, il ne faut pas non plus s'accrocher à la mission si on voit que des suspicions naissent, parce que ça ne concourrait pas à un bon traitement du dossier. Il faut effectivement rappeler que la mission du notaire se déroule en application des règles du Code de procédure civile. Donc, je vous laisse vous reporter aux articles 1120 et 1121 du Code de procédure civile pour voir que notre mission de professionnel qualifié est soumise aux règles applicables en matière d'expertise et notre mission de notaire désigné, article 255-10, doit respecter les dispositions des articles du Code de procédure civile, c'est-à-dire 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280. Alors, la liste est un peu longue. En résumé, c'est les règles donc de l'expertise judiciaire qui vont nous conduire à devoir assumer, donc comme je l'ai dit, personnellement la mission. C'est une mission qui doit être accomplie avec conscience, objectivité, impartialité, dans le respect des délais, qui ne peuvent faire état que des informations qui sont légitimement recueillies. Toutes celles qu'on obtiendrait par d'autres moyens ne pourraient pas être utilisées. On doit faire connaître également son avis dans toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner. Et dès la réception de la décision, on doit faire connaître notre acceptation sans délai au juge et commencer les opérations dès que les parties ont commencé la provision. L'expert doit informer le juge de l'avancement de ces opérations. On le verra sûrement avec Bénédicte. Les magistrats sont très demandeurs d'informations intermédiaires dans le cadre de cette mission, puisque une fois qu'ils nous délèguent, par rapport à ce qu'ils ont pu nous dire, souvent ils n'ont plus aucune nouvelle jusqu'à ce que le rapport arrive sur leur bureau. Et alors qu'au contraire, on devrait se saisir de toutes les possibilités qui nous sont données, d'informer le magistrat des difficultés et de le solliciter pour nous aider à avancer dans notre mission. Donc, toutes ces règles doivent être appliquées et ne supportent absolument aucun écart, à peine de se le voir reprocher, bien sûr, et même de voir soulever la nullité du rapport, ce qui serait quand même là le plus radical. Donc, quand on reçoit cette désignation, il faut cerner la mission. En effet, elle est soit alternative, soit cumulative. Bénédicte l'a dit, 255, 9 et 10 sont souvent cités ou alternativement. Même, on voit aussi des décisions de magistrats qui ne visent pas les articles, mais le contenu des articles. Alors, la plupart du temps, on sera quand même sur la base des deux articles et donc, on va revenir un petit peu sur le contenu de chacun. La lecture de l'article 255.9 et de sa lecture, il ressort qu'il s'agit de désigner un professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inventaire estimatif? Bien évidemment, on peut se limiter à l'énonciation des biens qui seraient existants et immatriculés au nom d'un ou de l'autre époux ou au nom de la communauté. Ce serait complètement faussé par le jeu des récompenses et des créances dont nous savons tous bien que ça peut vider complètement le contenu d'une masse commune, comme au contraire faire disparaître une masse indivise. Donc il s'agit en réalité de procéder à la liquidation du régime matrimonial avec toutes ses particularités. Et quand je dis du régime matrimonial, il peut même se révéler qu'il y ait plusieurs régimes matrimoniaux à liquider.
En effet, à l'occasion de changements de régime matrimonial, certains époux ne font pas de liquidation et de partage, et quand ils divorcent, eh bien, il va falloir successivement reprendre toute leur vie d'époux, toute leur vie conjugale, et essayer de déterminer si à chaque fois ils étaient sous le même régime matrimonial, sans compter bien sûr l'élément d'extranéité qui peut faire un changement automatique. Mais comme l'a dit Bénédicte très justement, on ne va pas rentrer dans le détail juridique, et tout ça, ce sont des points que normalement vous savez traiter. Faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux. Deuxième partie de l'article 255.9. Alors, on n'a pas du tout l'habitude de traiter de cette matière. On peut se dire qu'est-ce que ça recouvre. Alors, les intérêts pécuniaires des époux, c'est de plusieurs ordres, hein. Ça peut être la pension alimentaire, ça peut être les dommages d'intérêt, mais c'est surtout la prestation compensatoire. Ces éléments sont ceux qui relèvent dans leur principe de la compétence exclusive du magistrat. Ce n'est donc pas le rôle du notaire de faire des propositions. Par contre, sa mission consiste à relever tous les éléments nécessaires pour le calcul de la prestation compensatoire, et ça, il faut se référer à l'article 271 du Code civil, pour pouvoir donner au magistrat l'intégralité des éléments nécessaires. Alors, ces éléments, on n'a pas l'habitude de les requérir auprès des parties, puisqu'ils sont finalement bien au-delà du patrimoine, hein. Il s'agit de demander à chaque époux de faire en quelque sorte un curriculum vitae pour voir si, à la période où il se trouve de son activité professionnelle, il a une évolution ou au contraire une régression dans cette activité professionnelle. On doit même aller sur le terrain de sa santé pour essayer de voir s'il a à court terme ou à moyen terme, une situation qui risquerait de venir complètement modifier son état de fortune ou son état de revenu. Et il nous faut faire un état de ses charges et de ses revenus, ainsi que les droits acquis à la retraite. Comme on le sait, à partir d'une certaine date, on peut très facilement obtenir sur Internet son calcul de droit à la retraite. Je conseillerais en la matière de se reporter utilement à la revue Agifamille, hein, qui est un mensuel de chez Dalloz, auquel le plus grand nombre des praticiens qui font du divorce, on va dire, donc les magistrats bien sûr, les avocats, mais les notaires aussi un peu spécialisés, ont l'habitude de s'adonner à cette lecture parce que elle est concentrée sur les problèmes du couple, on va dire, bien sûr avec d'autres rubriques, mais essentiellement concentrée sur le couple et les enfants. Et dans les dernières pages de cette revue, qui s'appelle « Données chiffrées », il y a le résumé des décisions les plus intéressantes en la matière. Ce qui peut même devenir un jeu pour nous, pour essayer de s'entraîner à calculer une prestation compensatoire, hein, parce qu'il n'y a pas d'exclusivité, hein, les méthodes sont connues, il y en a 3 ou 4, sans compter celle pilote PC aussi, pilote prestation compensatoire, utilisée, paraît-il, par les magistrats. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, il faut un mix de tout, mais bon. Et donc, c'est pas mal de s'y entraîner parce que, d'abord, ça peut nous donner l'occasion d'évoquer avec les parties et les avocats, s'ils l'acceptent, cette prestation compensatoire qui reste toujours quelque chose d'un petit peu nébuleux. On a l'impression que il va rester la prestation compensatoire et alors là, on ne sait pas où on va, d'autant que, malheureusement, ces formules aboutissent à calculer du simple au tiers, souvent, le montant de celle-ci. Donc, je pense que c'est un bon entraînement et moi, je sais, bon, maintenant ma carrière est derrière, mais j'ai longtemps pratiqué en regardant juste l'énoncé et en me faisant faire l'exercice de dire à combien pourrait se monter cette prestation compensatoire. Je vous y encourage parce que vraiment, ça apporte quelque chose aux époux. Et je crois que Bénédicte partage mon point de vue sur ce terrain, mais je sais que beaucoup d'entre nous n'osent pas faire ce chiffrage, on va dire. D'abord parce que les avocats souvent sont très réticents, parce qu'ils veulent garder cette maîtrise et cette menace, on va dire, de fixer un montant de prestation qui ne serait pas atteignable pour l'autre. Bon. Alors, en ce qui concerne cette mission, on va voir maintenant comment on va pouvoir fixer le rendez-vous.
Alors, l'époque où l'on devait se livrer à des échanges téléphoniques multiples, des changements incessants, en vue de se mettre d'accord sur un jour, une heure, est complètement derrière nous, bien sûr. Hein. Aujourd'hui, on a des moyens modernes qui sont mis à notre disposition. Hein. Chacun d'entre nous prend ses rendez-vous médicaux sur Doctolib. Avec son banquier, il utilise aussi des moyens plutôt sophistiqués. Eh bien, nous-mêmes, nous avons à le faire, bien sûr, et nous avons à notre disposition Doodle qui va nous offrir ce boulevard pour fixer nos rendez-vous. Je pense que quand même, un préalable, ce serait d'abord d'avoir le consentement des avocats, parce que les avocats ont un timing aussi serré, ils ont des procédures dont ils ne peuvent pas s'extraire, ils ne peuvent pas envoyer un suppléant, et par conséquent, avoir déjà leur disponibilité sur 3 ou 4 jours me semble un bon point. Ensuite, eh bien, Doodle, tout le monde sait comment ça fonctionne. Hein, vous ouvrez une sorte de session, les rendez-vous sont notés, chacun doit mettre une petite croix et il faut peut-être dire aussi d'emblée aux parties que c'est le rendez-vous qui réunira le plus grand nombre de participants qui sera retenu. Sauf cas de force majeure, bien sûr, on ne va pas empêcher des gens d'aller se faire opérer ou d'avoir un rendez-vous médical. Encore que, il faudra quand même s'assurer que c'est sérieux, parce que quelquefois, ça peut être un subterfuge pour se soustraire. Donc, afin d'être constructif, il faudra fixer un rendez-vous qui ne soit pas immédiat, parce qu'il va falloir laisser le temps aux parties de réunir des pièces. Et même si elles sont dans cette procédure de divorce depuis un certain temps, on s'aperçoit que souvent, la collecte des éléments n'a pas été encore bien faite. Donc, moi, je vous propose un mois, mais chacun a toute latitude pour fixer le timing. Alors, bien sûr, dès qu'on arrive à avoir un consensus sur un jour, une heure, il va falloir adresser un mail ou un courrier. Bon, aujourd'hui, ce sont les mails, hein, en grand nombre, bien sûr. Il faudra donc confirmer le jour et l'heure du rendez-vous, joindre une liste de pièces à réunir, que je conseille en tous les cas d'adapter en fonction du régime matrimonial dont on est en charge, communauté ou séparation de biens, voire les deux quand il y a eu succession de régimes matrimoniaux, bien sûr. La provision sur frais, c'est pas négligeable, il faut quand même y penser, qui est à verser. Alors là, toutes les méthodes existent selon les décisions des magistrats, mais très souvent, c'est et qui sera au plus tard à fixer au jour du rendez-vous en l'étude du notaire. Donc, bien évidemment, si on veut être rémunéré, il vaut mieux veiller à ce que cette provision soit versée. Ce mail est adressé bien sûr à chacune des parties et copié aux avocats. Et si l'une des parties se fait assister par son notaire, évidemment au notaire, à qui il faudra aussi rappeler les bons principes du travail de l'auxiliaire de justice. À ce stade, donc, on peut déjà avoir des époux qui manifestent un refus ou un silence, tout simplement. Donc, il faudra quand même poursuivre et sous un délai de 15 jours, il faut à nouveau relancer et, en suggérant que l'époux se fasse représenter et puis surtout dire toujours que notre mission est celle d'un auxiliaire de justice. Donc, on ne peut pas en quelque sorte l'empêcher de s'exercer et on pourra être amené à rapporter auprès du magistrat les difficultés que nous rencontrons. Alors évidemment, les parties ne sont pas des enfants, on ne va pas leur taper sur les doigts, mais enfin, un magistrat qui voit qu'on fait un peu obstruction à la démarche pourra avoir un petit a priori qui sera peut-être un peu négatif et ça ne peut ne pas rendre service à cet époux. Voilà, alors tout a été vérifié, les jours et heures, on a bien envoyé nos lettres, eh bien le rendez-vous peut se tenir. Voilà. Je laisse la parole à Bénédicte. Voilà, donc moi je vais vous parler de comment tenir ce premier rendez-vous justement. Donc première chose, il ne faut pas hésiter en fait à rappeler les principes qui vont gouverner l'ensemble de la mission, et ce même s'il y a des avocats, parce que on pourrait se dire oh bah les avocats ils ont déjà expliqué à leurs clients, ils les ont déjà briefés, donc bah c'est pas la peine. Et au contraire, je pense qu'il ne faut pas hésiter du tout à rappeler ces principes. Les avocats n'ont pas de raison d'ailleurs de s'en vexer. Ça permet de faire gagner du temps et ça permet de bien expliquer la manière dont on va travailler.
Donc déjà, premier point, on peut rappeler les délais qui encadrent la mission, parce que c'est vrai que les juges encadrent quand même dans un délai qui finalement, dont on s'aperçoit que finalement ça passe souvent assez vite, donc encadre cette mission. Donc il faut essayer tout de suite d'imposer une sorte de calendrier un petit peu dans la fourniture des pièces, etc. Et puis il faut également penser à un principe sur lequel je vais m'attarder un petit peu, qui est le principe du contradictoire, parce que ça, c'est vraiment très, très important. Il faut vraiment avoir à cœur de se l'appliquer à soi-même et de surveiller, je dirais, que les parties et alors les avocats moins, parce qu'ils ont plus l'habitude, mais vraiment avoir à cœur de respecter ce principe. Donc, le principe du contradictoire, pour rappel, on peut le résumer de la manière suivante, c'est que toutes les parties à la procédure doivent être en possession de l'ensemble des pièces et informations relatives au dossier, de manière à finalement être à armes égales dans le dossier. Alors, Anne-Marie en a parlé, n'hésitons pas à utiliser les mails tournants, donc à bien s'enquérir des adresses mail de chacun, tout le monde doit être en mail tournant, répondre à tous, etc. Partage des dossiers, espace client, voilà, on a beaucoup d'outils maintenant à utiliser pour vraiment veiller à ce que les informations circulent de manière concomitante et soient bien mises entre les mains de tout le monde. Donc, il faut veiller à ce que les pièces soient transmises simultanément, alors tant à nous, notaires commis, lorsqu'on les reçoit, qu'à chacun des avocats, et nous, lorsqu'on envoie des pièces, il faut vraiment veiller à ce qu'elles soient transmises, bien entendu, à chacun. Et on peut surveiller ou veiller également à ce que les avocats nous transmettent bien des pièces numérotées avec un bordereau de transmission de pièces, parce que on a des dossiers, je crois qu'on a peut-être tous fait l'expérience de pièces numérotées n'importe comment et sans aucun commentaire, où finalement on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment les utiliser parce qu'on n'a pas eu la clé de décryptage, si je puis dire. Voilà. Moi, je sais que pendant ce rendez-vous, j'aime bien m'assurer auprès des avocats qu'ils m'autorisent à écrire également à leurs clients ou à mettre leurs clients dans la boucle. Certains, ils sont tout à fait favorables, en général c'est le cas, mais certains préfèrent qu'on passe uniquement par eux, à charge pour eux de répercuter à leurs clients. Donc ça dépend vraiment un peu des dossiers, ça dépend aussi si le dossier est plus ou moins conflictuel, voilà, mais ça peut être un bon moyen aussi de montrer aux avocats que on travaille en partenariat avec eux, parce que ça, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas abordé pour l'instant, mais je dirais vraiment c'est très important d'avoir un bon échange et un bon partenariat dans la mesure du possible avec les avocats. Voilà. Alors, dans le principe du contradictoire, donc pour développer un petit peu, donc lorsque chacune des parties est représentée par son avocat, voilà, on l'a vu, ça va être quand même le cas le plus fréquent. Pas de difficulté générale, parce que les avocats respectent et font très attention à respecter ce principe. Il peut y avoir une petite difficulté lorsqu'on a une partie qui ne va pas être représentée par son avocat. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à lui rappeler ce principe, parce que là, c'est vrai que pour le coup, en général, il risque d'y avoir des petits débordements, si je puis dire. Et l'idéal, c'est quand même de refuser de faire la boîte aux lettres. C'est-à-dire de ne pas basculer à chaque fois les mails qu'on va recevoir, parce que sinon on ne va pas s'en sortir et on va donner l'impression finalement de pallier à quelqu'un qui est un petit peu défectueux dans son attitude. Donc je crois qu'au contraire, dans ces cas-là, il faut lui renvoyer ou lui répondre en lui disant « Veuillez adresser à l'ensemble des parties donc la communication de pièces ou le mail que vous ne m'avez adressé qu'à moi ». Voilà. De même, il faut s'astreindre à ne pas prendre les parties au téléphone. Ça, c'est vrai qu'on peut avoir un époux, une épouse qui va appeler l'étude pour avoir quelques renseignements. Ça, c'est souvent, ça se passe comme ça. Souvent, on nous dit Monsieur Untel est au téléphone, il veut quelques renseignements. Il faut pas accepter de rentrer dans ce jeu-là, si je puis dire, parce que là, on en revient à ce que on disait tout à l'heure, au risque de perdre son impartialité ou sa neutralité. C'est ce qui est extrêmement important. Alors, pendant ce premier rendez-vous, voilà, donc ça, c'est les principes qu'on peut rappeler.
On rappelle les règles du régime matrimonial, bien entendu. On rappelle que les parties devront se soumettre à fournir les informations dans un état d'esprit de loyauté et de transparence. Ça, c'est extrêmement important. Et on peut même aller jusqu'à rappeler les conséquences de l'omission volontaire, de l'omission délibérée d'un actif ou d'un passif. Pour rappel, l'omission délibérée d'un actif peut entraîner la sanction du recel, et je crois que les magistrats parfois ne s'en privent pas. Et l'omission délibérée d'un passif peut entraîner le risque pour celui qui l'a délibérément omis, d'en rester, que ce passif reste à sa charge définitive. Voilà, donc c'est vrai que il faut pas forcément se passer de rappeler ce genre de choses, même si ça paraît un petit peu abrupt lors du premier rendez-vous. Ce premier rendez-vous ne donnera pas lieu à l'établissement d'un procès verbal, d'un acte de procès verbal d'ouverture, comme on peut le voir en partage judiciaire, mais simplement, il faudra faire un compte-rendu écrit après ce premier rendez-vous, que l'on transmettra donc aux avocats et aux parties, dans lesquels on aura repris tout le canevas du rendez-vous et éventuellement déjà indiqué en rouge les pièces manquantes ou les précisions à obtenir ou les éléments qui peuvent déjà donner lieu à des petits points sur lesquels on devra se concentrer. Voilà. Anne-Marie, tu as des conseils pratiques? Oui, alors, aucune prétention à donner des conseils, bien sûr. Toutefois, j'aime à vous donner un petit éclaircissement sur ce que peuvent être des règles de communication qui vont faciliter les rendez-vous que l'on doit tenir. Alors, la séparation des époux, leur divorce, on le sait, c'est un moment difficile. Pour certains, la séparation est effective déjà depuis de nombreux mois. Le dialogue est interrompu, il n'y a plus de communication. Ils se retrouvent donc après de longs mois à nouveau face à face, et dans beaucoup de cas, on observe de fortes tensions qui peuvent conduire à une violence verbale, voire même physique. Malheureusement, ça a pu se rencontrer. Donc, je pense que nous avons un rôle à mener pour faire en sorte que ces entretiens se passent le plus sereinement possible, de la façon la plus apaisée possible. Et dès ce premier rendez-vous, je pense que nous devons rappeler des règles de communication afin de ne pas se laisser déborder par des entretiens qui seront houleux, non respectueux des uns des autres et finalement difficilement supportables. Ce qui fait dire à certains de nos confrères que vraiment le divorce, c'est pas possible, c'est des entretiens qui sont trop difficiles. Et puis, il faut voir aussi qu'il y a la colère, mais il y a aussi l'émotion. Et c'est pas toujours facile de recevoir l'émotion des gens, l'époux ou l'épouse, parce que l'un comme l'autre peuvent le faire, qui se met à pleurer par exemple. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait de ce qui se passe. Est-ce qu'on essaye de contourner en oubliant ce qu'on vient de voir, ou est-ce qu'au contraire on essaye de s'en saisir, mais dans le but bien évidemment d'aider le conjoint qui est tombé dans cet état. Alors, il est bon de rappeler qu'on doit s'écouter. Et s'écouter, ça veut dire ne pas s'interrompre, laisser aller chaque époux qui s'exprime jusqu'au bout de son information. D'autant que pour nous, notaires, c'est la première fois que nous les voyons, donc nous ne connaissons pas leur histoire. Les raccourcis peuvent nous emmener vers une difficulté de compréhension de la situation, alors que les avocats les ont accompagnés déjà depuis de longues semaines et donc connaissent bien le contenu du dossier. Il faut dire qu'on ne se coupe pas la parole, donc et en le disant, c'est un point très fort parce que à la prochaine incartade, dès qu'il y en a un qui commence à s'éloigner de ce sur quoi on s'est mis d'accord, parce qu'il faudra bien sûr se mettre d'accord, on peut lui rappeler tout simplement, on avait dit qu'on s'écouterait, on avait dit qu'on laisserait parler jusqu'au bout chacun. Et comme ça met un peu en difficulté celui qui vient de rompre la règle, et ça permet très vite de rétablir un équilibre. La colère, c'est pareil. On avait dit qu'on essayerait de pas se mettre en colère. Eh bien, ça met en porte-à-faux celui qui a débordé un petit peu, et vous le verrez, faites-en l'expérience, tout rentre beaucoup plus facilement dans l'ordre. Pour faciliter la compréhension par chacun des questions, il ne faut pas hésiter à reformuler. Voilà, parce que on croit que tout est simple, on croit que tout est compris, et très souvent, on peut faire l'expérience qu'à la fin d'un rendez-vous, quelqu'un revient sur un sujet en disant mais j'ai pas bien compris. Alors
c'est mieux vaut tard que jamais, je dirais. Mais c'est vrai que c'est dommage, ça veut dire qu'on ne s'est pas fait comprendre au cours du déroulé. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Bénédicte parlait effectivement de rappeler toutes les règles du régime matrimonial. Nous les maîtrisons et nous jonglons avec, mais parler de propre, de récompense, de créance pour certains conjoints, c'est absolument hermétique. Et je pense que c'est notre rôle de donner des exemples pour que ça les fasse se reporter dans leur vie patrimoniale et tout à coup se dire, tiens, c'est proche de ce que moi j'ai fait à tel moment. Voilà. Parce qu'ils n'auront pas forcément l'idée de… Et puis, moi, je me méfie un petit peu aussi. Hein, j'ai un très bon échange avec les avocats avec qui j'ai travaillé pendant de longues années. Donc, tout va bien. Mais je pense que certains avocats aussi ont tendance à éclipser certains sujets, alors que finalement, pour les époux, c'est important. Et nous, notre rôle, hein, Bénédicte l'a souligné, mais nous, notre rôle, c'est pas de laisser faire l'avocat. On est un auxiliaire de justice, donc on doit être vraiment à apporter tous les éléments aux époux. Et notre responsabilité, elle est importante. Elle ne peut pas être couverte par celle de l'avocat. Donc, ça nous appartient de bien faire comprendre aux gens de quoi l'on parle. Hein. On doit insister sur ce qui ne pose pas non plus de difficultés. Ça paraît évident que quand un sujet a été abordé et qu'il a emporté l'accord de tous, on se dit, bon, bah, c'est réglé. Pas si simple finalement. Il vaut mieux répéter. Donc, par exemple, citons les meubles, hein, qui sont quelquefois le sujet qu'on peut évacuer, heureusement, pas toujours, mais souvent. Ça serait de dire, donc on est bien d'accord, les meubles, on n'en parlera plus. Hein. Et comme l'a rappelé Bénédicte, comme on sera appelé à faire un compte rendu, ben, il faudra le resignaler dans l'acte pour qu'on vienne pas nous dire au dernier moment, ah mais moi il y avait ça, ce meuble, je voulais le récupérer, il l'a pris ou elle l'a pris. Voilà, éviter ce genre de remise en cause. Ensuite, il faut valoriser les points d'accord. Hein. Il ne faut pas oublier que les époux sont dans une situation conflictuelle souvent. Il n'y a pas souvent l'estime de l'autre, où il n'y a plus l'estime de l'autre. Donc, on a un peu tendance à tirer un trait sur le passé. Or, cette vie passée à deux, elle a été souvent une vie prolongée par une vie familiale avec des enfants. Et on ne peut pas laisser penser aux gens que leur vie, ça a été nul. Que cette période de mariage, vraiment, il faut l'oublier. Voilà, dans certains cas, il faudra peut-être l'oublier, hein, mais il faut essayer de les laisser rester parents. Et pour ça, il faut montrer tous les points d'accord qui sont des points valorisants pour eux. C'est, ah ben je note que vous êtes d'accord sur, ah vous avez réussi à vous mettre d'accord sur. Je pense que c'est des points positifs qui peuvent faire un peu relever la tête, parce que souvent dans ces situations, on en voit qui sont abattus, qui n'ont plus de réflexes, qui laissent faire leur avocat parce que on sent bien qu'ils sont un peu épuisés. Voilà. Ensuite, il faut toujours faire valider les présentations de chaque époux. Quand on entend une version, même si le conjoint ne répond pas, il faut s'assurer que ce silence est un accord. Parce que sinon, on risque d'avoir un effet boomerang, c'est-à-dire que plusieurs minutes après cet exposé, on va avoir quelqu'un qui va revenir sur « Ah, mais il a dit que, mais moi, je suis pas d'accord ». Donc, je pense que pour progresser utilement, il faut faire étape par étape et il faut absolument faire valider la présentation. Madame, monsieur, vous êtes bien d'accord avec ce qui vient d'être dit? C'est bien ainsi que ça s'est passé. C'est bien vos parents qui ont apporté cette somme. Vous le reconnaissez. Voilà, il faut faire valider. Hein. Ensuite, je pense qu'il faut accepter des moments de silence et des moments de réflexion. Hein, vous avez des époux qui ont l'air quelquefois un peu perdus avec toute la masse d'éléments, d'informations qu'on leur communique et on sent qu'ils sont un peu égarés. Alors, ça serait un tort que de penser que leur avocat va récupérer les choses. L'avocat n'est pas là pour dire après, je vais vous expliquer. Non, c'est nous qui devons nous faire comprendre. Donc, je pense que si on sent qu'on en perd un au cours de notre chemin, il faut absolument faire un arrêt et dire, si vous voulez, on peut revenir ou est-ce que vous voulez que je vous laisse réfléchir un peu pour qu'on puisse repartir sur de bonnes données. Voilà, je pense que ce qui est important aussi, c'est de leur montrer, et ça Bénédicte l'a dit, mais qu'on est un peu le maître à bord, hein, on est celui qui va diriger les débats,
et on va donner le timing. Donc, on n'a pas le droit de les laisser penser qu'ils vont avoir des mois et des mois pour réunir les pièces, que finalement, ils pourront le faire quand ils voudront, qu'ils ne sont pas tenus de nous donner tous les éléments tout de suite. Non, il faut essayer d'être un peu dirigiste et je ne sais plus si tu en as parlé, Bénédicte, mais je me permets de réinsister sur le fait qu'il faut mettre une deadline, quoi. Quand on est dans l'expertise, il y a un moment où on arrête de produire des pièces, hein. Vous avez tous été confrontés aux expertises immobilières, aux expertises en tout genre, en matière de société et autres. L'expert, à un moment, il dit à telle date, je ne reçois plus d'éléments. Et je travaille. Parce que sinon, c'est un tiroir, on va vous en apporter un autre, et encore un autre, et encore un autre. Et à chaque fois qu'un avocat ou une partie présente un élément, l'autre répond et apporte un autre élément. Donc, il faut savoir dire à un moment, pour que je travaille et que je travaille bien, il faut que je sache que j'ai tous les éléments devant moi et que c'est fini. Hein. Donc ça, c'est assez important. Voilà, ce sont des recommandations qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'ont absolument aucune prétention autre que de faciliter l'échange. Et si vous y adonnez, vous allez voir qu'on en a une certaine satisfaction et que les époux eux-mêmes vont vous faire la remarque que bah, ça s'est pas si mal passé finalement, alors qu'ils étaient arrivés chez vous avec une certaine angoisse, un certain stress ou beaucoup de colère. Je te repasse la parole. Oui. Alors, donc effectivement, je vais continuer un petit peu sur les conseils pratiques de la prise en charge et du suivi du dossier dans l'étude. Donc là, effectivement, on est dans le timing. Le premier rendez-vous s'est passé. Donc ensuite, on va recevoir les pièces. Soit on les a reçues un petit peu avant le premier rendez-vous, soit on va les recevoir après de la part des avocats. Donc il faut essayer de veiller à n'accepter que les pièces qui vont concerner à proprement parler le dossier, notamment la liquidation. Il ne s'agit pas d'avoir le dossier de plaidoirie des avocats. Il faut essayer, dans la mesure du possible, de vérifier un petit peu au fur et à mesure ce que vont nous envoyer les avocats. Je pense parfois à des relevés de compte qu'on doit nous fournir, mais qui sont jamais à la bonne date, ou à une pièce dont on nous dit qu'elle contient le document attendu, et puis en fait, quand on regarde ce que c'est, bah c'est pas du tout, ça tombe complètement à côté, c'est pas du tout ce qu'on a demandé. Voilà, donc ça, il faut essayer, dans la mesure du possible, de consacrer à chaque fois un peu de temps pour vérifier quand même ce que nous envoient les avocats et s'assurer qu'on ne se retrouve pas au dernier moment à dire ben non, j'ai pas la bonne pièce, donc je ne peux pas travailler. Donc il faut vraiment garder un rôle moteur. Effectivement, Anne-Marie l'a dit, on est responsable des délais et donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à l'issue du premier rendez-vous, faire un compte rendu de rendez-vous et du coup, eh bien refixer. Ça peut être l'occasion de refixer à ce moment-là une date pour la production des pièces manquantes ou autre démarche. Voilà. Il peut arriver donc en cours de dossier qu'on ait une partie qui joue pas vraiment le jeu. Hein. C'est là que sont souvent aussi les difficultés de ce genre de dossier. Donc là, voilà, il faut entrer dans le jeu, de relancer par lettre éventuellement, de rappeler les engagements pris, relancer par mail bien entendu. Si on a une partie qui reste silencieuse, on peut effectivement, ou il est même conseillé d'en informer le magistrat, parce que on a déjà vu parfois des magistrats qui prennent quelques minutes pour envoyer un courrier à la personne qui ne réagit pas en lui demandant, en l'enjoignant de fournir les documents. Voilà, et puis il ne faut pas hésiter à rappeler à la partie qui ne joue pas le jeu, si je puis dire, qu'elle s'expose à ce que finalement le rapport soit établi sans les pièces qu'elle doit nous fournir. Hein. Donc ça, c'est un petit peu la difficulté. Dès qu'on a toutes les pièces, il faut commencer le travail liquidatif. Même si on n'a pas tout, mais qu'on en a une grosse partie, on peut commencer quand même et puis laisser quelques mentions en disant documents restants à fournir ou pour mémoire, etc. Ça peut être utile quand même de commencer, de montrer qu'on a enclenché donc le mouvement et puis ça permet bien sûr de faire avancer le dossier et de montrer concrètement les éléments qui manquent. Voilà. Petite méthode pratique, mais ça c'est un petit peu à chacun de s'organiser pour gérer son dossier. Peut-être ne pas trop mélanger les pièces, dissocier les pièces fournies par monsieur, les pièces fournies par madame dans des sous-codes différentes. Tout ça pour essayer, quand parfois les dossiers
prennent beaucoup d'ampleur, essayer de les retrouver plus facilement, parce que ça aussi, ça peut être une difficulté, c'est qu'au bout d'un moment, on est complètement noyé dans les pièces et on ne sait plus très bien de quoi on parle. On a souvent dans, je vais dire l'ONC, parce que c'est encore actuellement plutôt sur ce genre de mission qu'on est, enfin ce genre d'ordonnance qu'on est nommé, on a souvent la mission d'interroger FICOBA, donc voilà, il faut le faire dans ces cas-là, et puis adresser bien sûr le compte rendu que l'on reçoit aux avocats dès qu'on le reçoit, voilà, et puis ensuite à chacun un petit peu de l'éplucher et de faire les remarques qui vont bien. Petite précision, FICOBA pour les divorces s'interroge par lettre, parce que on n'obtient pas de réponse. Moi, j'avais essayé au début, mais on n'obtient pas de réponse par le système dématérialisé. Donc, FICOBA dans les divorces, il faut envoyer, il faut se référer à la mission, envoyer la copie de l'ordonnance qui nous nomme, et c'est un courrier. Et là, on s'aperçoit que finalement, on reçoit très rapidement les éléments. Voilà. Bien sûr, on lève un acte de naissance, on lève un état hypothécaire, on lève un état au BODAC, pour voir, on a parfois des surprises là aussi. On peut également avoir besoin d'un sapiteur. Donc le sapiteur, ça va être le sachant qui va finalement nous donner l'expertise que l'on n'a pas. Ça va être l'expert immobilier si nécessaire. Ça va être l'expert comptable si on a besoin d'une estimation de part de société, par exemple. Voilà, donc là aussi, au premier rendez-vous, il faut déjà enclencher la chose, demander un devis, faire approuver le devis par les parties parce que ça va entraîner un coût supplémentaire forcément pour elles. Donc bien entendu, là aussi, essayer d'anticiper les choses, d'obtenir rapidement un devis et puis le soumettre aux parties. Si véritablement il n'y a pas d'accord sur le devis, sur qui va payer quoi, etc., il faut faire trancher le problème par le magistrat. Là, on n'a pas le choix, on ne peut pas obliger bien entendu les gens à payer. Voilà. Et puis dernier petit point dans le suivi du dossier, on a des délais limités, mais dont on s'aperçoit que finalement ça file très très vite. Si véritablement on s'aperçoit qu'on va trop mordre sur l'échéance qui nous est impartie, on peut demander toujours, bien entendu, une prorogation de délai au magistrat et en lui expliquant un petit peu pourquoi on a pris un petit peu de retard. Et en général, les magistrats, bien entendu, nous adressent cette ordonnance très rapidement. Voilà. Voilà, donc une fois que le projet est finalisé, eh bien, on va pouvoir gérer la fin de notre mission. Et là, je te repasse la parole, Anne-Marie. Oui, alors effectivement, après avoir entendu les parties, donc étudié les pièces communiquées et établi le projet, maintenant on est en mesure de le soumettre aux avocats et aux parties. Donc, on va rappeler que ce rapport a d'abord la forme d'un pré-rapport, puisqu'il va falloir pouvoir laisser le temps à chacun de faire des observations sous forme de dires, qui seront éventuellement de nature à remettre notre présentation en cause. Et donc, on a deux solutions. On va soit envoyer le projet avec l'état de frais et convoquer un rendez-vous au cours duquel on va exposer cette liquidation et recevoir les observations des uns et des autres. Donc, première solution. Soit, au contraire, on va adresser le pré-rapport en accordant toujours un délai pour faire des observations et qu'on joindra au rapport qui sera transmis au magistrat. Alors, le choix de l'une ou l'autre de ces formules, ça sera surtout ce que voudront les parties. Moi, personnellement, j'ai toujours privilégié l'entretien en l'étude pour commenter ce pré-rapport, parce que je constate que plus on multiplie les échanges, plus on a de chances de peut-être aboutir à un accord. Quelquefois, il y a une mauvaise compréhension où on se fait une fausse idée de ce que le magistrat pourra trancher. Il est bon, puisque en notre qualité d'expert, on a la possibilité de le faire, de montrer le droit positif. Ça nous est pas du tout interdit. Donc, une fois qu'on a présenté ce pré-rapport, donc où les parties sont d'accord, et dans ce cas-là, ça devient le rapport définitif qui peut être présenté au tribunal. Et si les parties, par contre, persistent dans leur désaccord, on va demander à ce que les dires soient confirmés et on les annexera au rapport.
d'accord, pour que le magistrat soit informé de tout ce qui pose encore difficulté. Quelquefois, même si, et je l'ai conseillé tout à l'heure, on précise qu'il y a une deadline et qu'au-delà de cette date, on ne peut plus présenter d'éléments, il se peut qu'au moment de la présentation du pré-rapport, tout à coup, un élément supplémentaire arrive. Alors, on pourrait effectivement dire, bon, arbitrairement, c'est fini, on l'avait dit, donc on n'en tient pas compte. Par contre, si c'est un élément relativement important et qui est de nature à remettre en cause notre travail, je pense qu'on ne peut pas en faire abstraction et il faut le reprendre, quitte à dire que l'on regrette que cet élément soit intervenu un peu tardivement, mais dans la mesure où il peut faire basculer l'établissement du rapport, je pense qu'on ne peut pas s'autoriser à le soustraire à l'information. Hein. Donc, ces solutions, c'est laissé à votre appréciation. Hein. Par contre, en tout état de cause, qu'il y ait accord ou désaccord, il faut informer le tribunal. Hein. Le juge nous a missionnés, mais il attend aussi qu'on lui rende compte. Donc, on ne peut pas dire oh, ben, maintenant ils sont d'accord, donc tout va bien. Même si les avocats vous disent je vais le faire, je pense que nous avons le devoir de le faire. Le magistrat s'est adressé à nous pour faire un travail et nous devons lui dire comment nous avons réalisé ce travail. Hein. Alors, bien sûr, il faut faire aussi payer ce rapport. Hein. C'est pas souvent chose facile parce que pris dans l'engrenage, on travaille, on fait notre liquidation, on répond à toutes les observations. Et on oublie que ce travail, pour le faire rémunérer, faut-il encore que les parties soient un petit peu sensibilisées à ce que ça coûte. Effectivement, la provision qui est indiquée dans la décision du magistrat est loin d'être le reflet, ou tout au moins rarement le reflet, de ce que va coûter ce rapport. Donc déjà, on peut avoir par palier, on peut informer les parties qu'au vu des éléments que nous avons, le rapport sera plutôt de l'ordre de 4 000, 5 000, 6 000, voire plus, hein, de manière à ce que les gens comprennent bien que les 1 500 ou les 2 000 qui ont été provisionnés ne sont pas le coût de ce rapport. Hein. Et il n'est pas interdit de demander au magistrat de cumuler plusieurs provisions quand on voit qu'on a un dossier qui va, par exemple, aboutir à un rapport de 10 000 euros. C'est vrai qu'on peut être tenté quand même de dire on va faire des étapes parce que on s'aperçoit que quand on rencontre après des difficultés, on peut nous reprocher de ne pas avoir montré cette évolution. Donc, il faut se faire payer. C'est le plus simple la plupart du temps, c'est que les époux spontanément vont régler. Mais on peut malheureusement ne pas avoir d'accord et devoir attendre une ordonnance de taxe pour être payé. Et tout ceci prend un certain temps, ce qui n'est pas facile à gérer pour nos études. Voilà. Voilà, on a terminé sur notre première partie. Je vois que Margot nous pose vous fait une remarque plutôt. Bonjour oui. Margot. FICOBA pour les divorces, c'est un peu long quand même. 3 mois pour les dossiers à ce jour, oui. Mm-hmm. Oui, c'est pour ça que effectivement, il faut demander dès le premier rendez-vous, bien sûr, et puis éventuellement relancer. Et c'est vrai que ça peut être de nature à retarder un petit peu le rapport, parce que ensuite il faut éplucher, bien sûr, et parfois Dieu sait s'il y a beaucoup de pages à éplucher et à pointer, et demander éventuellement des comptes ou des justificatifs sur des comptes dont personne n'avait fait état. Donc ça peut être un petit peu la difficulté. Voilà. On est dans la partie questions, donc oui, avant de passer à la liquidation judiciaire, donc on vous laisse venir vers nous. Alors, Naomi Escovici, j'ai plusieurs fois sollicité des compléments de provision au magistrat qui ne me répond pas. Oui. Alors, je pense que c'est pas de la mauvaise volonté du magistrat. Hein, quand on a des contacts un petit peu rapprochés avec eux, on s'aperçoit que finalement ils sont assez débordés. Les greffiers laissent de côté pas mal de choses et ils ne sont quelquefois même pas informés qu'on a fait des demandes. Si par contre on a la chance de pouvoir avoir un contact téléphonique, on ne faut pas hésiter à le faire, parce que moi personnellement j'ai jamais eu d'obstacle. Je l'ai pas fait souvent, mais j'ai jamais rencontré d'obstacle pour un complément de provision. Donc, je pense que là, il faut essayer d'insister par téléphone, plutôt par téléphone, parce que les courriers, les magistrats sont en manque d'aide et malheureusement, ils ne pourront pas y répondre.
Alors, Laetitia, ça, bonjour c'est ce que Laetitia, j'ai- pourriez-vous repréciser si le notaire doit déterminer un montant de prestation compensatoire dans son rapport ou si ce calcul relève de la mission du juge? Oui, Alors, oui, je reviens dessus. C'est le principe, c'est que c'est au magistrat de donner le montant. Donc, nous, on a comme mission uniquement de réunir les éléments, article 271 du Code civil. J'en ai énoncé quelques-uns. Hein, et puis, éventuellement, de donner une idée, ça, c'est toujours possible, sur le montant en capital ou en revenu qui pourrait permettre une prestation, puisqu'on sait que ça peut être une rente, ça peut être un capital, ça peut être l'abandon d'un bien. Souvent, les avocats veulent garder ce problème pour eux, hein, pour en faire leur affaire et en discuter d'avocat à avocat. Donc, ils sont un peu réfractaires au fait qu'on donnerait des montants. Mais personnellement, quand il n'y a pas d'opposition, moi, je trouve ça pas mal de dire en accord avec tout le monde. On pourrait très bien voir un peu ce que donnerait le calcul d'une prestation. Parce qu'au fond, on sait qu'il y a plutôt que 3 méthodes qui sont appliquées. Et franchement, quand on se livre, par exemple, à l'exercice que je disais tout à l'heure de faire avec Agifamille, hein, vous prenez l'énoncé du problème, si je puis dire, et puis vous essayez de déterminer. Si vous appliquez vos méthodes, vous allez voir que 9 cas sur 10, vous allez être dans la bonne fourchette. Donc, je trouve que c'est dommage de ne pas laisser aux parties la possibilité d'aborder avec nous tous ce calcul. Alors, je me demande si c'est parce que les avocats le font au doigt mouillé, parce que souvent on a l'impression que ça devrait être par rapport au devoir de secours qui a pu être fixé avant. Ben, non, c'est rarement, normalement, juste le devoir de secours multiplié par. Donc, je pense que voilà, si on arrive à ouvrir cette porte et à essayer de travailler avec les personnes, c'est pas mal parce que de toute façon, ça leur permettra de réfléchir. Et je pense que moi, tous ceux avec qui je l'ai pratiqué ont tous dit, bah oui, parce que ça restait un peu le gros point d'interrogation, quoi. Et il faut démystifier cette question, je trouve. Alors, pour la petite histoire, vous avez le livre de Stéphane David dans les Précis d'Alloz. Moi, c'est ma Bible. Et vraiment, il donne des méthodes, hein, il donne plusieurs méthodes. Donc, on peut effectivement dire, ben voilà, j'ai utilisé telle méthode, j'ai utilisé telle autre méthode, j'ai utilisé telle autre méthode, puis on essaie de faire une moyenne. Enfin, je sais pas, moi, ça m'est arrivé de faire comme ça. Voilà, donc il faut pas hésiter à expliquer comment on a fait cette méthode, effectivement. Alors, on a une question d'Alice. Alice, c'est incomplet pour nous, là. Alors, suite à un rapport, non, mais elle est là. Suite à un rapport dense et long, les parties finalement trouvent d'elles-mêmes un accord forfaitaire sur le partage. Il va signer un partage sous homologation, dois-je le faire? Accepter et signer un partage ou rendre un rapport avec les points d'accord. Naturellement, les parties veulent la première solution. Bah, là, moi, je pense il n'y a pas d'opposition. On peut constater, bah, tant mieux. C'est l'objet, hein, c'est l'objectif de cette loi. D'ailleurs, c'était de favoriser justement d'arriver à un accord. Donc, dans ce cas-là, je pense qu'il faut pas il faut pas envoyer le rapport 255. Il faut basculer en accord avec les avocats sur un divorce par consentement mutuel, par exemple, ou voilà, et dans lequel, bah, effectivement, on va faire un acte de partage, tout simplement, et notre rapport aura servi justement à éviter de retourner devant le tribunal. Donc voilà. Et puis le coût du rapport, de toute façon, il faut rappeler que le 255-10, la provision que les époux ont versée, le coût du rapport versé par les époux, il s'impute sur les honoraires du partage. Donc de toute façon, ça ne leur coûte pas plus cher finalement au final aux époux. À partir du moment où ils reviennent devant le même notaire pour l'acte de partage après divorce, on est tenu de déduire finalement les honoraires qu'ils ont déjà payés au titre du rapport. Donc au final, voilà, ça va pas leur coûter plus cher a priori, hein, cette expertise. Alors, question de Christine. J'ai convoqué partie et avocat. L'une des parties m'indique qu'elle ne souhaite pas être assistée par. Alors, je fais la suite. Oui, moi, j'arrive pas. Alors là, je sais pas. Oui, mais je sais pas. Je choisis l'informatique. Voilà. Pas être assistée par un avocat. Je rencontre ce cas pour la première fois. Oui. Alors, c'est vrai que
c'est tout à fait loisible à un des époux de ne pas être assisté d'un avocat. Il ne faut quand même pas oublier que l'assistance de l'avocat se paye, hein, et que pour certains, l'addition commence à être un petit peu lourde. Donc, la seule difficulté, ça sera peut-être pour nous, parce qu'il va falloir faire comprendre à cette partie le principe du contradictoire. Bénédicte l'a bien vu en détail, hein, souvent, la personne va oublier d'envoyer à tout le monde les pièces, et nous ne devons pas, on l'a dit tout à l'heure, nous ne devons pas pallier son insuffisance. Hein. C'est pas à nous de retransmettre, parce que d'abord la partie peut très bien nous dire ah là là, il fallait pas envoyer cette lettre, ou au contraire nous dire vous avez pas envoyé les bonnes pièces. Donc, on va quand même pas être responsable de ce que la personne n'avait pas fait en amont. Donc je pense que il faut vraiment, bien sûr, l'accepter. On n'a pas le choix si la personne n'a pas d'avocat, mais il faudra bien insister sur le respect du principe du contradictoire. Il faut quand même noter que quand une partie est assistée par son propre notaire, même notre confrère souvent ne respecte pas le principe du contradictoire. Donc c'est quelque chose qui n'est pas automatique, hein. Alors, on a une question, Isabelle. Si les parties tombent d'accord sur le partage amiablement, le rapport peut-il se faire sous forme d'un simple courrier indiquant les grandes lignes de l'accord? Oui, mais je dirais que si elles tombent d'accord sur le partage, ça veut dire qu'il faut en tirer les conséquences et constater faire signer un acte de partage dans le cadre du consentement mutuel, me semble-t-il. Hein, je pense même que le magistrat, il attend même pas de connaître les grandes lignes, parce que du coup, il n'aura pas eu le rapport du tout, donc il ne saura pas de quoi on parle finalement. Il suffit de lui dire que il n'y a plus lieu de poursuivre, la mission s'arrête, les parties se sont mises d'accord. Hein. C'est ça. Ok. Bon, alors, il y a encore quelques questions. Sur le déroulement de la mission, combien de rendez-vous faites-vous en moyenne en présence des parties et de leurs conseils? Je crois que là, ça peut être variable, hein, parce que vous avez des dossiers qui sont très complexes, hein, notamment quand vous avez, par exemple, des sociétés avec un siège à l'étranger, des succursales. Le temps de faire l'évaluation de cette société ou de nommer un sapiteur qui lui-même va prendre des délais, ça peut être long. Et puis, sur ces sujets-là, il va falloir souvent plusieurs échanges. Donc, je pense qu'on peut pas tirer une règle générale, mais en réalité, souvent, il y a 3-4 rendez-vous, on va dire. Et puis, il y a des dossiers dans lesquels on peut dépasser largement, parce que quand on sent qu'il peut y avoir un accord qui va se dégager, c'est vrai que c'est notre volonté de notaire. Hein. On est, nous, dans l'amiable. Donc, ce qu'on veut, c'est aller jusqu'au bout pour dire, vraiment, on n'arrêtera que quand on verra qu'on ne peut rien faire. Donc, je pense qu'il n'y a pas de règle. Souvent, c'est 3-4 rendez-vous. Ça peut être plus, ça peut être moins. Hein. Tout dépend du contenu du dossier. Ok, alors on a une question d'Aurélie de l'Arbre. Le sapiteur doit-il être expert judiciaire? Là, je pense que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Il faut que ce soit surtout quelqu'un de qualifié. Oui. Par exemple, on rencontre des dossiers dans lesquels nous avons une collection de voitures anciennes. Bon, je le cite parce que je l'ai eu sur des Bugatti. Bon, c'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait 3 experts au monde qui peuvent être saisis pour évaluer ce type de voiture. C'est pas forcément un expert judiciaire, mais il se trouve qu'il devient, pour ainsi dire, le seul expert, donc on est obligé de le saisir. Donc c'est pas nécessairement un expert judiciaire, mais il faut quand même que ce soit quelqu'un qui soit qualifié, qui ait des bonnes références. Alors, quand on en a 3 au monde, on est sûr qu'on tombe sur un de ceux qui doit être le bon, qui doivent être les bons. Quand on en a d'autres, effectivement, de toute façon, on l'a vu avec Bénédicte, hein, on doit déterminer avec les parties, quand on a besoin d'un sapiteur, comment on va opérer le choix. On va leur soumettre le devis et demander leur accord. Donc déjà, quand on a épuisé tout ça, c'est qu'ils n'ont aucun obstacle à ce qu'on ait désigné telle personne. Et puis, s'il le fallait, c'est le magistrat qui tranchera. Donc, au besoin, il pourra éventuellement nous dire, vous n'avez pas choisi le bon sapiteur, mais personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Non, effectivement. En tout cas, effectivement, on n'a pas d'obligation de choisir dans une liste d'experts judiciaires impérativement pour que la mission soit faite. Hein. Ok, mais on va peut-être quand même passer à la deuxième partie. Donc là, deuxième partie des divorces contentieux, c'est la liquidation judiciaire après divorce. Donc là, on se situe au stade d'après. Le juge a prononcé le divorce. Donc, il a vidé sa saisine.
il renvoie les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Donc à ce stade, on n'a plus de désignation de notaire, ni même, pour ceux qui ont connu l'époque où le juge désignait le président de la chambre, tout ça c'est terminé. Le juge ne peut plus désigner de notaire puisque finalement la saisine du juge est achevée avec le prononcé du divorce. Alors là, on a finalement deux phases qui vont s'ouvrir. Une phase dite, entre guillemets, amiable, et puis une phase dite judiciaire. Alors effectivement, après le prononcé du divorce, s'ouvre la phase amiable de liquidation. Je vous renvoie à la lecture de l'article 267 alinéa 1 du Code civil. Alors, nouvelle version, hein, avant c'était et ordonne, le magistrat et ordonne. Aujourd'hui, c'est à défaut d'un règlement amiable, et puis ensuite on vise. Ça veut donc dire que la phase préalable, c'est la phase amiable. Donc, on va être saisi à ce moment-là, soit par les deux époux, soit par un époux. Alors, s'il y a eu un rapport préalablement 255, 9 et 10, on a toutes les chances d'être immédiatement ressaisis par les époux tous les deux, en tous les cas, puisque dans le meilleur des cas, quand même s'il y a eu des difficultés, on a soumis au magistrat et on peut espérer avoir eu des décisions qui ont levé les obstacles, ce qui est loin d'être le cas, puisqu'on s'aperçoit que même si on dit partout que le juge est chargé aussi des problèmes de liquidation, en pratique, c'est pas souvent que ça nous revient avec les points de liquidation les plus difficiles de trancher. Mais bon. Donc, quand il n'y a pas eu d'état liquidatif préalable, bien évidemment, c'est de la même manière que Bénédicte l'a exposé, le rappel des règles du régime matrimonial, les particularités, faire un canevas de travail, un échange qui fait une sorte de va-et-vient de l'un à l'autre pour essayer d'alimenter ce travail liquidatif. Et déjà, à ce stade, on peut avoir un époux qui va soit être passif, soit être réticent. Donc, effectivement, il va falloir à ce moment-là se ménager la preuve de cette réticence ou de cette passivité, puisque pour aller plus loin, il va falloir que le plus diligent ressaisisse un tribunal. Et à cet effet, il va falloir démontrer que il n'y a pas eu de règlement amiable, comme le dit l'article 267.1. Donc, celui-ci ne pourra pas dire le notaire a saisi plusieurs fois mon conjoint, il n'a pas répondu ou il n'a pas donné les éléments, on n'y arrive pas. Il va falloir que le notaire, je dirais, mouille un peu la chemise. Hein, il va falloir faire une sorte de compte-rendu général de tout le déroulement du dossier pour rappeler le nombre de lettres envoyées, les rappels, l'insistance et malheureusement l'échec. Donc, c'est important justement de bien faire des courriers, enfin des mails, hein, peu importe, mais de bien à chaque fois souligner ce qui se passe par écrit. Parce que comme ça, on n'aura plus qu'à reprendre tout ça dans un courrier général au magistrat, destiné au magistrat, que l'époux présentera pour montrer toute cette démarche qui a été malheureusement sans suite. Alors, je dirais que là, il faut se montrer un petit peu avocat. Hein. J'ai toujours noté que les avocats, ils ne laissent jamais normalement de silence. Hein. C'est-à-dire, ils écrivent, ne serait-ce que pour dire qu'ils vont prochainement écrire, mais ils écrivent. Eh ben, je crois qu'il faut prendre un peu cette méthode. C'est-à-dire que quand un époux ne répond pas, systématiquement, c'est « je constate que vous n'avez pas donné suite » ou vous ne vous êtes pas présenté ». Il faut marquer les événements de manière à pouvoir stocker toutes ces preuves qui permettront de saisir judiciairement l'époux. Parce que je vous rappelle qu'on est dans une phase amiable, donc on n'a pas de possibilité de faire sommation par huissier, hein, parce que l'époux peut très bien vous dire « mais je vois pas en quoi je devrais me rendre chez vous ». Ou j'ai pas envie de venir chez vous, moi j'ai mon propre notaire, je vois pas pourquoi on n'irait pas chez lui, voilà. Donc on va s'exposer à tout ça. Hein. Donc on n'a pas de mesures coercitives à mettre en jeu à ce moment-là. Donc il faut au moins avoir fait amiablement tout ce qu'on est habituellement en obligation de faire, c'est-à-dire faire des lettres de rappel, de relance, et ne pas se contenter d'attendre que le magistrat, l'avocat de la partie la plus diligente nous dise « bon, bah, que faites-vous ? On n'a pas de nouvelles, on ne sait pas ce qui se passe. » Voilà. Donc, il faut prendre l'habitude d'écrire. Voilà.
Voilà. Alors évidemment, quand un époux est récalcitrant et que on est amené à lui dire, bah, c'est quand même malheureux parce que vous ne participez pas à la liquidation, je vais très certainement être conduite à faire la liquidation au vu des seuls éléments produits par votre conjoint, et en gros lui faire sous-entendre, c'est peut-être à votre désavantage. Malheureusement, on tombera un petit peu à côté de la plaque, si je puis dire, parce que si c'est l'époux qui détient tous les éléments qui est aisant, comme quelquefois dans certains couples, hein, c'est celui qui a tous les éléments comptables qui ne veut pas les donner, et donc celui qui est diligent, c'est celui qui n'a rien. Donc quand on n'a rien, ben, on ne peut pas beaucoup aider le notaire. Voilà. Donc une fois que malheureusement on n'a pas pu à ce stade faire un partage, eh bien on va tomber dans la phase judiciaire. Je repasse la parole à Bénédicte. Donc voilà, donc ça veut dire qu'effectivement la partie la plus diligente va devoir assigner en partage judiciaire, et dans ce cas-là, eh bien, elle va obtenir donc un jugement qui va enclencher la phase du partage judiciaire et qui va donc désigner un notaire pour effectuer donc les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial. Voilà, donc la désignation du notaire, eh bien, on la retrouve là nominative, hein, donc bien entendu, là aussi, c'est le notaire qui doit remplir personnellement sa mission. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit demander une ordonnance rectificative pour rectifier le nom, ou carrément dire qu'il ne peut pas remplir sa mission, refuser la mission. Voilà. Donc la désignation se fait par le tribunal, mais on constatait aussi qu'il y a des désignations parfois par la cour d'appel, hein, ça peut arriver aussi. Voilà, la désignation donc est personnelle, on l'a vu. Il faut là aussi reprendre son bâton de pèlerin. On prend contact avec les parties, on prend contact avec les avocats et on convoque pour la première étape, qui est une étape extrêmement importante et sur laquelle il ne faut pas passer, c'est le procès-verbal d'ouverture des opérations. Donc là, c'est un acte notarié. Donc, comme son nom l'indique, c'est un procès-verbal dans lequel on va constater, donc, tel jour, telle heure, eh bien, se sont présentées les parties en application donc du jugement. Et ce PV d'ouverture, il est important parce qu'il va marquer le point de départ officiel des opérations de liquidation. Il permet de prendre date pour interrompre éventuellement les prescriptions. Il permet de répertorier officiellement ce qu'on appelle les dires, c'est-à-dire les déclarations, hein, des parties. Donc, c'est un peu des actes finalement qu'on tape en temps réel, hein, pendant le rendez-vous. Et puis, il va permettre de fixer les éventuels points d'accord, donc sur lesquels il n'y aura pas besoin de revenir. Et au passage, j'en profite pour rappeler que dans ces cas-là, la déclaration d'une partie dans un PV, hein, notarié, ça vaut aveu judiciaire. Donc, ça veut dire que si on a une partie qui s'engage finalement sur un élément, ou si on constate un point d'accord, on peut ensuite leur opposer, si elles changent d'avis, le fait qu'elles ont, ça a été indiqué comme ça dans le PV. Ça permet donc, on l'a vu, de fixer les points d'accord, à nouveau de refixer des délais également pour la remise des pièces, rappeler les règles de loyauté et de transparence, fixer les principes de liquidation et justifier du bon suivi de sa mission. Voilà, donc ce genre de PV de deux choses l'une, soit on arrive à fixer un rendez-vous où les parties se présentent spontanément, ça c'est formidable, évidemment, on constate dans l'acte qu'elles sont venues et bien entendu elles vont signer ce PV. Si une des parties ne répond pas ou refuse de se présenter, etc., eh bien dans ce cas-là, il ne faut pas traîner, je dirais, à lancer une sommation, donc sommation par un huissier, au dernier domicile connu, hein, donc ça sera en général celui qui est dans le jugement. Voilà, donc la sommation, surtout, c'est pas un courrier recommandé, mais c'est vraiment une sommation par huissier, en indiquant à la partie qu'il sera procédé soit en sa présence, soit en son absence, et bien entendu en lui rappelant l'heure et la date du rendez-vous qu'on aura fixé à ce moment-là avec l'avocat ou la partie la plus diligente, la partie demanderesse. Finalement, c'était un petit peu elle, là, pour le coup, qu'on va privilégier pour la fixation du rendez-vous. La sommation, elle ne se fait surtout pas chez l'avocat de la partie, hein, sinon ce ne serait pas valable. Et
il faut laisser le temps quand même à la partie adverse, je dirais, ou la partie sommée, de se retourner. Donc, il ne faut pas lui laisser un délai trop court. Il faut prévoir que l'huissier a besoin également de quelques jours pour délivrer sa sommation. Donc, l'idéal, c'est pas moins de 15 jours francs, 15 jours, 3 semaines, voire un mois. Moi, je fais toujours attention personnellement aussi à ne pas tomber pendant des vacances scolaires, parce que après on va nous dire ah bah oui mais j'étais en vacances, j'étais ceci, j'étais cela, attention à pas tomber dans des ponts, dans des choses comme ça. Voilà, donc on s'aperçoit que finalement ça restreint un petit peu aussi les calendriers. Voilà, l'intérêt de cette sommation, c'est que bien entendu, soit la partie sommée finit par se présenter au jour du rendez-vous, et là à ce moment-là, on peut bien sûr constater qu'elle s'est présentée et prendre ses dires. Si elle ne se présente pas, eh bien on constate qu'elle n'est pas là, voilà, qu'elle n'est pas venue, et puis on prend les dires de la partie requérante et on essaye d'avancer comme ça, bon an mal an. Voilà. Alors, revenons un tout petit peu là justement sur les poux entre guillemets défaillants, puisque c'est ce qui va nous poser le plus de problèmes, travailler avec l'un et pas avec les deux. Donc, Bénédicte l'a bien souligné, là on est dans la phase judiciaire, donc cette fois-ci on ne fait plus des lettres simples et des rappels en recommandé AR, on va procéder à l'étape supérieure, et cette fois-ci c'est l'acte d'huissier qui va permettre de travailler. Donc, ce sont les sommations. Alors, comme le soulignait Bénédicte, une fois qu'on a fait sommation, où l'époux se présente avec les documents éventuellement, on repart dans le rythme normal de la liquidation, où l'époux se présente, mais il n'a pas les éléments demandés, et on sent bien qu'il ne va pas forcément faire trop d'efforts pour les présenter. Donc, à ce moment-là, il faut, là encore, à nouveau user des courriers et des rappels pour lui souligner sa mission et faire en sorte qu'il ne fasse pas obstruction à ce que nous liquidions. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que nous avons aussi l'autre époux qui est peut-être lassé des atermoiements de son conjoint et qui cherche à vérifier que nous ne faisons pas alliance avec lui en acceptant des délais, des pièces incomplètes, et nous serions trop tolérants. Donc, il faut faire attention à cela parce que les avocats peuvent très bien aussi dire écoutez maître, moi je trouve que vous faites trop confiance vous n'insistez pas assez. Donc là encore beaucoup de prudence, il faut marquer les choses, il faut rappeler notre mission d'auxiliaire de justice pour que les gens comprennent bien que c'est comme devant un magistrat on n'oserait pas encore que peut-être qu'aujourd'hui on ose, je ne sais pas, mais je pense que quand un magistrat dit quelque chose, quand même la partie est relativement à l'écoute. Eh bien nous, il faut bien qu'il voit que c'est pas parce qu'il rentre dans un cabinet libéral que pour autant on va être tolérant et on va accepter des tas de choses. Il faut vraiment marteler cette mission d'auxiliaire de justice. Alors, si l'époux ne se présente pas, on refait un PV de carence. Puisque malheureusement on n'a pas d'autre possibilité, il faut user et abuser de l'acte d'huissier, ce qui n'est pas sans inconvénient pour l'époux le plus diligent parce que c'est lui qui doit faire l'avance de ses frais. Évidemment, quand on va être au 2e ou 3e PV, il risque de trouver que ça lui fait quand même un peu cher. Alors, il faut savoir que ces frais sont avancés, mais pourront très bien être mis à la charge de l'époux défaillant ultérieurement. Donc, il faut le rassurer en cela, même si dans l'immédiat, évidemment, il faut quand même que ce soit lui qui fasse les choses. Et alors, étape quand même ultime, c'est l'article 841.1, c'est-à-dire on peut pas se laisser enfermer dans ce silence d'un époux et dans sa passivité. Donc, il va falloir à un moment lui faire une mise en demeure, d'avoir à se faire représenter et à défaut de se présenter lui-même, donc de communiquer les éléments dans un certain délai de 3 mois. À peine de quoi, on va passer à la phase supérieure, c'est-à-dire on va le faire carrément représenter par quelqu'un. Encore une personne qualifiée, on va voir, qui prendra la main. Donc là, on rentre dans une sorte de, je dirais, rouleau compresseur, puisque là, il sait que le compte à rebours commence.
il a 3 mois, elle a 3 mois, la personne, pour réunir les pièces, se présenter ou se faire représenter. Et si elle ne l'a pas fait, c'est nous qui prenons la direction des opérations, si je puis dire, puisqu'on va faire une requête au tribunal qui va être appuyée sur le procès-verbal de carence. Ce sont les dispositions de l'article 1367 du Code de procédure civile. Et on va demander au juge qui est chargé de surveiller les opérations que soit désignée une personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation du partage. Alors, cette personne qualifiée, ça peut être l'un de nous. C'est pas facile, hein, parce qu'aller représenter quelqu'un qui est silencieux, qui est éventuellement, je sais pas moi, dépressif, malade, il faudrait avoir accès à son appartement, pouvoir aller chercher des documents. Enfin, c'est une mission qui est quand même pas facile, donc je pense que on n'est pas très demandeur. Pour l'instant, il y a quelques personnes qui sont souvent désignées par le tribunal et qui ont mission de faire ça. Alors, j'ai eu l'occasion de vivre récemment dans mon étude, quand j'y étais encore, un dossier où une telle personne a été nommée. Je cache pas que j'étais assez surprise de voir les provisions sur frais qu'on leur alloue par rapport à nous, alors que finalement, les diligences n'étaient pas extrêmement nombreuses, et puis que les délais étaient finalement très, très rallongés. Hein. Donc, c'est pas de gaieté de cœur qu'on va vers cette mission, mais on n'a pas le choix. Alors, on va repartir dans l'hypothèse où on a plutôt quand même 2 époux qui spontanément, même si l'un a été sommé, finissent par se présenter. Après le PV d'ouverture, hein, donc l'idée évidemment c'est d'établir un projet d'état liquidatif conformément aux informations qui nous ont été données. Bon voilà, là on revient dans quelque chose qu'on connaît, donc ce projet chiffré, cet aperçu chiffré est soumis bien sûr aux parties et à leurs avocats. Et si véritablement aucun point d'accord ne peut être trouvé, eh bien à ce moment-là, on établit un procès-verbal de difficulté dans lequel on indiquera précisément, le plus précisément possible, les points de difficulté qui restent à trancher. On prendra soin d'y annexer l'état liquidatif chiffré de manière à ce que le juge puisse vraiment trancher en toute connaissance de cause. Il peut arriver qu'on soit amené à faire des projections en fonction de la version de l'un, de la version de l'autre, des demandes de l'un, des demandes de l'autre. Ça, voilà, c'est un travail supplémentaire, mais ça peut être de nature aussi à rapprocher les parties. Bref, si on fait un PV de difficulté qui, par définition, sera renvoyé devant le magistrat, on demande donc au magistrat de trancher la difficulté. Il faut vraiment que ce soit le plus précis possible. Pourquoi ? Parce que derrière, on va avoir un jugement qui va trancher la difficulté, mais si on n'a pas été assez précis, le risque, c'est qu'on ait un jugement qui ne soit pas précis non plus, et du coup, on va repartir à nouveau dans d'autres points de difficulté. Voilà. Donc moi, je sais que ça m'est arrivé une fois où finalement, on était très perplexe devant le jugement qui avait été rendu, et ça a recréé à nouveau une difficulté qu'il a fallu renvoyer à nouveau devant le magistrat. Donc bon, au moins, j'irai dans un premier temps au niveau du PV de difficulté. Ça va pas tout résoudre, mais au moins essayer que le juge puisse avoir le maximum d'éléments, je dirais, pour rendre un jugement le plus précis possible. Voilà. Et donc ensuite, une fois que ce jugement est rendu, eh bien, Anne-Marie, tu vas pouvoir nous expliquer comment est-ce qu'on termine finalement ce dossier. Voilà, on va essayer de terminer sur une note positive, hein, puisqu'on arrive bientôt à la fin de notre intervention. Ouais. Donc, on a eu le PV de difficulté. Par chance, on peut avoir aussi un PV d'approbation, ce qui va nous réjouir, bien sûr. Hein. Donc, c'est l'accord des parties sur le projet d'état liquidatif qui va permettre au notaire d'établir le partage. Donc, comme on est dans une mission judiciaire, normalement, on ne peut pas se soustraire à l'établissement d'un procès-verbal d'approbation, puisque la mission judiciaire est jusqu'au bout, même si, par chance, nous avons cet accord. Hein. Donc, il va falloir faire ce procès-verbal. Là, évidemment, on retourne un peu dans une phase amiable, on va dire. Hein. Donc, les parties viendront normalement spontanément. Elles vont approuver. Certains confrères passent directement à l'acte de partage.
je dirais qu'il n'y a pas d'obstacle encore quand on est dans l'accord, il n'y a pas de raison. Et surtout, ce qu'il faut toujours, c'est informer le tribunal. On ne peut pas terminer une mission judiciaire en disant tout s'est bien passé, ça y est, ils sont d'accord, c'est fait, sans rendre compte au magistrat. Qui a besoin, ne serait-ce que pour ses statistiques, de voir que le dossier a réussi, et puis d'autre part a besoin de soustraire du rôle toutes ces affaires qui encombrent les tribunaux parce que on n'informe pas des suites. Donc les magistrats sont obligés de garder les dossiers enrôlés, et un dossier qui n'est pas effacé du rôle est un dossier qui n'est pas traité pour le magistrat. Donc c'est pas bon pour les statistiques. Donc essayons de contribuer à ce que les statistiques de notre justice soient bonnes. Voilà, je pense qu'on est arrivé au terme. Voilà. On va maintenant prendre en compte les questions qui peuvent être posées sur cette deuxième partie. Alors, il y a des questions en préparation. Attends, je sais si on peut descendre. En train de taper. Voilà. On va attendre quelques... Donc, on attend Céline qui veut nous soumettre une question. Alors, ça marche. Le serviteur doit être expert judiciaire. Merci pour toutes ces précisions. En cas de désaccord des parties, on prend fin notre mission. En cas de désaccord des parties, à quel moment prend fin notre mission? Oui, c'est le PV de difficulté dans ces cas-là qui constate justement officiellement quels sont les points de désaccord. Et puis ensuite, c'est le juge finalement qui va trancher la difficulté et qui va renvoyer devant le notaire, devant nous en fait, devant le notaire commis. Alors, le désaccord des parties doit être marqué. Je dirais que là aussi, on a quand même un rôle à mener pour essayer de limiter les désaccords et peut-être faire en sorte que certains points qui apparaissaient des difficultés n'en sont pas de réels. Moi, j'ai en tête certains éléments qui font que souvent les parties ont un a priori sur l'issue d'une liquidation en fonction de leur thèse et qu'on a vite fait de balayer d'un revers de manche si on s'est bien démontré que c'est pas l'incidence qu'ils pensaient que ça aurait sur la liquidation. Donc il faut faire attention, d'autant quand une partie n'a pas d'avocat. Donc elle a tendance à être sur la défensive parce qu'elle n'est pas conseillée, semble-t-il, suffisamment, et donc à vouloir maintenir des positions de désaccord qui n'en sont pas réellement. Alors, on avait une question, Céline, vous confirmez qu'il est possible de passer directement au partage sans établissement d'un PV d'approbation. Voilà, je dirais que c'est une question de forme, mais si on fait un acte de partage, il faut surtout dans cet acte quand même viser toute la procédure. C'est-à-dire, faut pas juste faire comme si de rien n'était. Donc c'est peut-être plus une question de présentation, mais malgré tout, si on fait un partage, peut-être parce qu'on a plus l'habitude ou que c'est plus simple, il faut bien sûr faire un exposé sur toute la procédure et rappeler que cet acte de partage, il vaut PV d'approbation finalement, et donc ne pas s'exonérer de rappeler quand même que l'on est dans cette procédure de partage judiciaire. Et puis on met toujours une petite clause quand même à la fin de ce type de PV ou de partage pour dire que les parties ont trouvé un accord définitif et qu'on les abandonne les voies judiciaires, parce que là, évidemment il ne s'agit pas 2 jours après que l'une des parties réassigne, et donc il faut bien insister là-dessus en disant attention, vous signez aujourd'hui, mais vous signez définitivement et on n'y revient pas. Et donc on abandonne expressément toute voie judiciaire. Alors, il y a une question sur le mandataire de Laetitia. Comment faire en cas de désignation d'un mandataire si la partie taisante est détentrice de toutes les pièces? Donc, on est dans le cas où la partie taisante, justement, va être représentée. Je dirais qu'on a passé la balle au mandataire. C'est à lui de se débrouiller. Et là encore, on peut aussi demander au magistrat d'aider à faire des injonctions de production de pièces, mais c'est le rôle du mandataire. Là, ça nous échappe. On n'a plus à intervenir directement. C'est parce que sinon, on prendrait parti en quelque sorte si on aidait. Par contre, rien n'empêche, si on a des éléments au dossier qui peuvent aider à trouver les éléments de réponse, de les donner au mandataire, puisqu'on les partage ensemble, ces éléments. Alors, on a une question sur la rémunération. Comment sommes-nous rémunérés lorsque par l'office du notaire désigné les parties arrivent à une transaction aboutissant à un partage amiable? Le notaire a-t-il le droit des honoraires de transaction?
Oui, mais ça c'est toujours la question. Oui, on peut effectivement, essayer de facturer des honoraires de transaction. Sauf erreur de ma part, c'est un honoraire que je vais appeler article 4, même si on n'utilise plus, voilà, anciennement article 4, mais qui va nécessiter quand même donc l'accord des parties. Mais oui, bien sûr, si vous avez contribué à permettre aux parties d'aboutir, il faut se faire autoriser, bien entendu, à prendre cet honoraire de transaction. Et dans l'acte, si je peux me permettre, il faudra bien l'indiquer en disant qu'ils sont passés d'une phase judiciaire à un partage transactionnel. Voilà, effectivement, le notaire a contribué donc à leur accord et donc permettre effectivement de prendre un honoraire de transaction en plus des honoraires ou des émoluments. Voilà. Alors là, est-il possible de dresser un PV de difficulté quand la phase amiable n'aboutit pas, souvent demandé par les avocats pour entamer la procédure judiciaire? Non, une phase amiable, c'est pas une phase judiciaire, donc les procès-verbaux, non. Je sais qu'il y en a certains qui font des PV de dire, je ne les trouve pas justifiés personnellement. Malheureusement, quand la phase amiable n'aboutit pas, vous n'avez que le compte-rendu fait à l'attention de la partie la plus diligente pour saisir le tribunal. Hein. Mais j'en entends et j'en ai vu et c'est toujours à mon grand étonnement parce que c'est pas la phase amiable. Hein. Je pense que n'importe quelle partie peut vous dire mais je vois pas pourquoi je viendrais signer un procès-verbal chez vous alors que je vous ai rien demandé, quoi. En gros. Oui, mais j'avoue que souvent en plus les personnes, les parties veulent pas payer le coût du PV parce que accessoirement il y a ça aussi, et donc les frais, voilà, et donc il n'y a pas nécessité de leur facturer ce type de frais qui ne sont pas nécessaires. Alors peut-être juste une dernière question par rapport au temps, c'est en partage judiciaire entre indivisaires. C'est ça la question. Non, un notaire a été désigné en représentation d'une partie défaillante. Quelle est sa mission exacte? Tout simplement, c'est essayer de contribuer à la réunion des éléments nécessaires à la liquidation. Donc, effectivement, le notaire, et comme je dis, on ne court pas après ses missions parce qu'on se doute bien que c'est pas facile. Il va devoir aller chercher tous les éléments qu'il demande aux époux, c'est-à-dire, il va devoir travailler avec cette partie défaillante qui, avec un peu de chance, verra que c'est dans son intérêt de participer avec ce mandataire, et il va lui demander tous les éléments qui importent pour le dossier. Alors, en partage judiciaire entre indivisaires, comment parvenir au projet d'état liquidatif et à la composition des lots lorsqu'aucune partie ne veut se voir attribuer le bien immobilier? On n'est pas obligé de faire des attributions dans le projet d'état liquidatif. Hein. Ce qu'on nous demande, l'état liquidatif, comme son nom l'indique, c'est déterminer l'actif, déterminer le passif et déterminer les droits de chacun. Et on peut très bien s'arrêter là. Donc, on s'arrête à la détermination des droits des parties. On peut, si on veut, commencer à faire des propositions d'attribution ou de composition des lots, si on sent que voilà, ça s'y prête et ça peut être de nature à débloquer un peu les choses, parce que parfois on nous demande de chiffrer la soulte aussi. Alors si on fait pas de voilà, mais l'état liquidatif ne nécessite pas forcément de faire des compositions de lots. Hein. Alors, pour ne pas frustrer Alice, on va répondre juste à la dernière question, mais ça sera la dernière parce que le temps est écoulé bientôt, on va nous couper. Donc, quand on a on nous dit, on a une partie taisante et que l'on dresse un PV constatant l'approbation du requérant et la carence du taisant, ce PV est accompagné d'un état liquidatif sous forme de projet. Une fois le partage homologué par le juge, quel acte doit-on faire après homologation? Uniquement un acte de dépôt à la requête de la partie diligente, sans intervention aucune, ni sommation de la partie taisante. J'étais un petit peu vite dans la lecture. C'est une question qui nécessiterait pas mal de développement parce que moi, j'y vois beaucoup de questions, de sous-questions. Donc, quand on a une partie qui est taisante et qu'on dresse le PV constatant l'approbation, effectivement, on peut saisir le tribunal pour aller solliciter une homologation, mais on pourrait nous reprocher qu'on n'ait pas sollicité la nomination du mandataire pour pallier l'absence de la partie taisante. Donc, je pense qu'on peut pas forcément en faire l'économie de cet article 841, même si c'est pas avec joie qu'on s'en empare. Je pense qu'on pourra pas en faire l'économie. Après, quand un partage est homologué, il faut refaire un dépôt du jugement au rang des minutes pour pouvoir aller plus loin et notamment la publication quand il y a lieu. Ça, concrètement. Je dirais que de toute façon, la partie défaillante, elle va recevoir la notification, la signification du jugement. Donc, de toute façon, elle sera forcément informée, bien entendu, de ses droits. Hein. Écoutez, merci à vous tous aussi, parce qu'on voit plein de merci arriver. Alors, c'est très satisfaisant. Donc, merci à vous tous. Bonne journée. À bientôt. À bientôt.